J'appelle le professeur Véronique Minard-Collin. Le professeur Véronique Minard-Collin est pédiatre-oncologue, professeur de pédiatrie à l'université Paris-Saclay. Elle est vice-présidente de la Société française de lutte contre les cancers et les leucémies. On vous écoute, madame. Bonjour à tous, mesdames, messieurs, chers collègues. Merci beaucoup, monsieur Germain, pour cette invitation. Donc, j'ai 20 minutes, pareil, pour parler des sarcomes pédiatriques. C'était plus qu'un défi, donc j'ai choisi quelques thèmes et surtout beaucoup d'illustrations. Je prends toujours beaucoup de plaisir à écouter mes collègues adultes, Axel, Sylvie, c'était toujours très intéressant et je pense que les sarcomes pédiatriques sont définitivement d'abord pas qu'un sarcome pédiatrique et comme d'ailleurs les sarcomes du tissu mou ne sont pas qu'un seul sarcome du tissu mou et que on a des tumeurs qui sont davantage chimiosensibles, très différentes sur le plan biologique, on va en parler et j'aime bien illustrer pour commencer par cette photo de la jeune Maria qui avait un sarcome métastatique, en l'occurrence un rhabdomyosarcome multimétastatique et qui est tout à fait magnifique et guéri de sa maladie. Donc, juste quelques chiffres avant de commencer. Vous le savez qu'il y a à peu près 1700 cancers chez l'enfant jusqu'à l'âge de 15 ans, 1700 de 15 à 25 ans, qui fait à peu près 3500 nouveaux cas par an de cancer chez l'enfant, l'adolescent et l'adulte jeune. On dit classiquement qu'un enfant sur 440 sera atteint d'un cancer avant l'âge de 15 ans, donc un dans une école primaire. Chaque jour, malheureusement, un enfant ou adolescent décède des suites d'un cancer en France et même si c'est rare, ça représente moins d'1% des cancers de l'adulte, hein, les cancers chez l'enfant, heureusement, mais ça reste quand même la première cause de décès par maladie après l'âge d'1 an. Donc, bien sûr, l'importance d'une mobilisation importante et de soins spécialisés. Si on se concentre sur les sarcomes pédiatriques, ils sont rares et très diverses. On l'a déjà largement abordé. Je pensais que je parlerais après Sarah, mais on parlera beaucoup de biologie lors de la présentation de Sarah Watson. Les sarcomes pédiatriques à âge représentent à peu près 350 cas par an en France. En pourcentage, c'est beaucoup plus fréquent, c'est à peu près 12% des cancers à l'âge pédiatrique. Ostéosarcome, sarcome d'Ewing, plutôt développé au niveau du tissu osseux, rhabdomyosarcome, et puis tous les sarcomes du tissu mou, non rhabdomyosarcome, à peu près 12%, 350 cas. Mais évidemment, et comme vous l'avez abordé, une histologie très variée, et je dirais une biologie moléculaire également très variée, avec une histologie identique, ce qui fait qu'il y a plus de 150 sous-types moléculaires différents. J'aime bien ce schéma qui représente à peu près ce que sont les sarcomes de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte jeune. Donc, sarcome osseux, sarcome des tissus mous et des histologies finalement qui sont différentes de la majorité des histologies chez l'adulte. Ce qui est intéressant pour ces généralités, c'est qu'il y a des histologies qui sont d'abord spécifiques à l'enfant. C'est pas représenté ici, mais je vous montrerai quelques observations, ce qu'on appelle les fibrosarcomes infantiles, avec une anomalie moléculaire bien caractérisée, d'excellents pronostics et qui autrefois devaient être amputés, puisque c'était des tumeurs des membres, et qui aujourd'hui, avec les traitements ciblés, ont des traitements chirurgicaux conservateurs. Donc là, une vraie révolution. Je vous présenterai une ou deux observations. Et aussi, l'autre point qui est très intéressant, c'est qu'il y a des histologies qui sont communes à l'adulte. Je me souviens quand j'étais un peu plus jeune, j'avais assisté à un débat entre un oncologue adulte et un oncologue pédiatre. Et on se disait entre pédiatres, les adultes, vraiment, ils ne savent pas ce que c'est que la chimiothérapie. C'était Odile Oberlin qui me racontait ça, que vous ne saviez pas vraiment très bien traiter les patients, pardon. Et en fait, on a compris les synovialosarcomes, même tumeur, même histologie, même translocation impliquant un 16-18, mais biologie, hétérogénéité clonale, hétérogénéité moléculaire très différente, un index génomique des tumeurs beaucoup plus mutées chez l'adulte et beaucoup plus de risques métastatiques et beaucoup moins chimiosensibles. Je voyais Sylvie, tu montrais un MPNST. Moi, il ne nous viendrait jamais à l'idée pour une tumeur maligne des gaines nerveuses de ne pas faire une chimiothérapie néoadjuvante parce que je sais bien, mais nos tumeurs, même les PMNST, on a plus de 50% de réponses et qui aident à la chirurgie. Donc, on a probablement les mêmes tumeurs parfois, mais pas du tout la même biologie sous-jacente. Et puis, un sujet pour moi, pédiatre, qui est très important, c'est la prédisposition. On va parler un peu de génétique, cette question de la chimiosensibilité très différente. Et puis, encore une fois, on traite des enfants, des adolescents, des adultes jeunes. Et il y a toute la question des séquelles à long terme induites par la maladie et les traitements. Je ne vais surtout pas développer, mais il y a vraiment beaucoup de travail de recherche sur les causes et les origines des tumeurs pédiatriques, et en particulier des sarcomes. On a des sarcomes à la naissance, hein. On a des enfants qui naissent avec des sarcomes, fibrosarcome congénital, rhabdomyosarcome alvéolaire qu'on voit à la naissance,
des causes génétiques, on va en parler, des facteurs de risque environnementaux. Vous entendez peut-être beaucoup de bruit sur une épidémie des cancers pédiatriques. Dans les faits, on n'a pas d'augmentation significative, heureusement, de cancer chez l'enfant, à part quelques peut-être gliomes cérébraux. Pas d'augmentation, mais bien sûr beaucoup de travaux qui s'intéressent au rôle de l'environnement. Et puis si on parle des causes génétiques, je vous montre ce sarcome localement avancé, ça je pense qu'on est d'accord, hein. Le jeune Alexis, il avait 2 ans, il tombait sur la côte, tuméfaction, volumineuse lésion, probablement centrée sur le diaphragme avec un épanchement pleural massif, une extension à l'étage abdominal. C'était il y a plus de 10 ans. À l'époque, on avait dit rhabdomyosarcome alvéolaire, mais les anapathes avaient noté de grandes cellules multinucléées. Mais il n'y avait pas le marqueur moléculaire dont vous parliez tout à l'heure qui était FOXO1. On l'a relu quelques années plus tard et les anapathes avaient reclassé le diagnostic en rhabdomyosarcome anaplasique. Et il avait un bilan d'extension négatif, mais une tumeur très très avancée. Je m'en souviens, on l'avait présenté à l'échelle internationale et tout le monde souhaitait certes faire de la chimiothérapie néoadjuvante, évidemment, une chirurgie, mais également irradier ce jeune garçon avec une maladie très avancée. En fait, l'enquête génétique nous montre qu'il y a eu plusieurs antécédents familiaux significatifs de cancer chez des sujets jeunes et on identifie rapidement une mutation de TP53, le gardien du génome. Et donc, c'est un syndrome de Li-Fraumeni avec une mutation germinale de P53 et le développement de ce rhabdomyosarcome. Il est traité par chimiothérapie néoadjuvante, donc de l'Ivado, de l'IVA, avec une réponse tout à fait remarquable que vous pouvez voir sur l'imagerie. Il est opéré par une chirurgienne qui a une très bonne expérience, en l'occurrence le professeur Sabine Sarnaki à Necker. Il a une pariétectomie élargie, une résection du diaphragme en bloc, des 2 côtes au contact de la tumeur, l'histologie R0, quelques cellules viables, pas de radiothérapie complémentaire. Il reçoit une poursuite de la chimiothérapie, il est guéri. Il est guéri et pour nous, c'est très important de ne pas l'avoir irradié puisqu'il avait une fragilité, une susceptibilité génétique, un Li-Fraumeni. Et ça illustre bien ce qu'on a développé par la suite. Alors, c'est les collègues de Lyon qui ont fait cette petite illustration sur la RCP nationale Li-Fraumeni. Et c'est le grand éléphant avec le petit éléphant, de l'âge pédiatrique à l'âge adulte. Ces patients qui ont une prédisposition génétique réfléchir ensemble au traitement le plus adapté. Et puis, je voulais absolument illustrer aussi sur la prédisposition par le dossier de ce jeune Martin. Et je regardais mon téléphone portable pardon, à la fin et je voyais que je venais juste de recevoir un email pour dire qu'il était en pleine forme. Il me donne régulièrement des nouvelles. Diagnostiqué en décembre 2016, il a 17 ans, d'une volumineuse masse du mollet. On dit rhabdomyosarcome de variant épithélioïde. Je me dis l'anapathe, rhabdomyosarcome épithélioïde, qu'est-ce que c'est? C'est pas un type tout à fait classique. En l'interrogeant, il y avait eu plusieurs cancers, notamment digestifs, dans sa famille. Il est traité dans un centre adulte à l'époque et vous voyez sous chimiothérapie intensive, il y a une progression de la masse du mollet et puis le développement de métastases pulmonaires. Moi, je le vois pour un second avis. Il avait surtout une question concernant son régime cétosique et la possibilité de fumer. Et je lui donne l'autorisation de fumer et de manger normalement dans cette progression métastatique réfractaire. Et finalement, dans son centre, il a décidé de l'amputer parce qu'il souffrait énormément de cette tumeur du mollet. Sur la pièce opératoire, il y a un infiltrat inflammatoire très important et des cibles de l'immunothérapie. Et on complète par une analyse génétique et on confirme la présence d'une anomalie qu'on appelle mismatch repair, qui sont des gènes impliqués dans la réparation des mises à pariement de l'ADN, ce qui fait qu'au total, à chaque division, les tumeurs sont très mutées, il y a de nombreux néo-antigènes et une réponse inflammatoire. Donc, on décide de le traiter par immunothérapie. On a une réponse remarquable au niveau des métastases pulmonaires, mais malheureusement, une adénopathie hilaire qui est biopsiée, qui est tumorale, qui apparaît. Et puis la suite, c'est qu'on combine l'immunothérapie avec du pazopanib. Et là, on observe une réponse du ganglion, mais une progression du métastase. Il est irradié. On continue pendant 2 ans cette combinaison pour une sarcome réfractaire métastatique. Je ne savais pas du tout quoi faire de cela. J'en discute un peu avec Axel à l'époque, qui me dit tu fais ce que tu veux. Et tout ça fait qu'on arrête le traitement ciblé puis l'immunothérapie. Et ce jeune homme est guéri
et il est guéri il y a 1 heure, hein, puisqu'il est en pleine forme, il fait du sport malgré son amputation. Et donc, tout ça pour dire que je voulais illustrer l'aspect oncogénétique parce qu'on y est très sensible en pédiatrie, d'une part pour adapter les traitements et limiter au maximum la radiothérapie chez les tout-petits, mais aussi pour développer des nouveaux médicaments. Je pense que ça complète ce que tu disais, Axel, sur la médecine de précision, certes sur la tumeur, mais aussi finalement sur l'hôte. Je parlerai très peu de chimiothérapie parce que je suis complètement d'accord avec ce que tu as dit. Je pense qu'on a vraiment dépassé les questions randomisées de chimiothérapie. On a fait beaucoup d'essais en pédiatrie. Je parlerai juste d'un succès dans le rhabdomyosarcome, qui est donc une tumeur, un sarcome de haut grade à différenciation musculaire. Et dans les formes de haut risque, on avait randomisé une chimiothérapie d'induction sans succès, hein. On avait rajouté la doxorubicine à notre standard qui est l'IVA et la randomisation les résultats ont été négatifs, pas de bénéfice. En revanche, on avait développé ce qu'on appelle un traitement d'entretien ou une chimiothérapie métronomique qui associe 2 molécules, la vinorelbine et le cyclophosphamide. Et donc, après 9 cures, la chirurgie, la radiothérapie, les patients étaient soit stoppés le traitement, soit recevaient 6 mois de traitement d'entretien. Et alors, comment fonctionne cette chimiothérapie métronomique? On a beaucoup d'hypothèses, mais en réalité, on a très peu de démonstrations scientifiques. Probablement limite la néoangiogénèse tumorale, probablement induit une réponse immunitaire en régulant les lymphocytes T régulateurs, des données qui restent encore fragiles. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a montré un bénéfice en termes de survie, avec des données qui ont été mises à jour juste en 2025. Je ne vous ai pas montré les courbes, j'en suis désolée. Mais pour les patients qui ont reçu, pardon, c'est la diapositive d'après, stop après 9 cures, une survie globale à 70%. Et ceux qui reçoivent 6 mois de traitement d'entretien, vous avez là la courbe, un bénéfice puisqu'ils ont une survie globale à 83% et un hasard ratio à 0,52, c'est-à-dire qu'on diminue la moitié des décès avec 6 mois de traitement d'entretien. Pour nous, c'est important parce que ce concept de chimiothérapie métronomique après l'ensemble de traitements était un concept un peu nouveau et que c'est le premier bénéfice en termes de chimiothérapie dans les rhabdomyosarcomes depuis 1974, ce qui est un peu désespérant, mais quand même très positif pour la chimiothérapie d'entretien. Et puis, puisque je parle devant les chirurgiens, je fais juste une petite marche arrière. On pensait que la chimiothérapie métronomique, traitement d'entretien, impacterait surtout le risque métastatique. Mais comme vous le montrez parfois, eh bien, cette chimiothérapie, elle impacte surtout le risque de rechute locale. On a 50% de rechute locale en moins chez les patients qui reçoivent un traitement d'entretien. Je ne suis pas chirurgienne, encore moins radiothérapeute. Je voulais juste vous dire, vous m'avez demandé les actualités dans les sarcomes pédiatriques, ce n'est pas très nouveau, la curithérapie, mais on a pu reprendre les données de la curithérapie combinée ou non avec la chirurgie dans un centre de référence qui était en l'occurrence Gustave Roussy et mes collègues curithérapeutes et chirurgiens. Plus de 172, alors maintenant on est à plus de 300 patients traités et des taux de contrôle locaux qui sont tout à fait remarquables de cette curithérapie, avec comme objectif, nous, d'une part, d'augmenter la dose dans le lit tumoral et d'autre part, surtout, je dirais, de limiter la dose aux organes à risque. Ce sont souvent des très jeunes enfants et donc pour ne pas irradier notamment les structures osseuses et les organes non atteints par la maladie par la curithérapie, à la différence de l'irradiation externe. Et voyez les taux de contrôle locaux à 91%, ce qui est tout à fait exceptionnel. Et puis, je montrerai juste ça parce que c'est un vrai progrès. Et tu disais, Sylvie, cette notion de couple entre le chirurgien sarcome, le chirurgien plasticien et puis finalement aussi le neurochirurgien. Et des résultats qui viennent d'être publiés la semaine dernière d'une expertise à 3 équipes chirurgicales de contrôle locaux des rhabdomyosarcomes ou des sarcomes paraméningés, tumeurs tout à fait effroyables en termes de pronostic, avec plus de 50% de rechute locale par radiothérapie exclusive et avec des chirurgies très, très extensives, combinées, des contrôles locaux à plus de 87%, ce qui pour nous est un vrai progrès pour ces patients sélectionnés, mais tout de même avec une maladie grave. Je ne parlerai pas de biologie, je pensais que je parlerais après toi, Sarah, mais après vous aussi. Je pense que la biologie moderne nous a permis de faire vraiment un diagnostic intégré. Je pense qu'on est dans un lieu très prestigieux où la clinique, la chirurgie, et je dirais que ça reste quelque chose d'important, la radiologie, mais aussi l'anapath et la biologie moléculaire à visée diagnostique, théranostique, c'est-à-dire pour guider le traitement, et aussi pronostic.
Et j'illustre juste parce que pour nous, c'est vraiment cette biologie nous permet de mieux décider des traitements. L'histoire de Matisse qui était suivie à Saint-Vincent-de-Paul pour une scoliose dès les premiers mois de vie, un corset à l'âge de 2 ans. En fait, il a une imagerie parce qu'il tousse et est découverte une tumeur pulmonaire. Il est opéré de façon incomplète et le diagnostic porté de tumeur myofibroblastique inflammatoire, donc disons de malignité intermédiaire. La maladie progresse, mais il développe des métastases. Il est même considéré en situation malheureusement palliative, puisqu'on avait fait un ensemble de traitements, notamment de chimiothérapie, complètement inefficaces. Et on identifie en fait à l'époque, en 2014, le premier patient avec une anomalie, une fusion impliquant ROS1, très sensible à un traitement ciblé qui s'appelle le crizotinib et qu'on donne pendant 2 ans avec une réponse complète au niveau des métastases. Et là, il est actuellement en 3e année de faculté de droit en pleine forme. Et puis cette biologie moléculaire, elle va même au-delà de ce qu'on peut voir en histologie. Cette jeune fille, Jeanne, 9 ans, une volumineuse lésion, enfin une lésion paratrachéale totalement inopérable de façon conservatrice, de multiples biopsies. Et en fait, les pathologistes n'identifient aucune cellule tumorale. Et on a finalement décidé de faire de la biologie moléculaire, en l'occurrence du RNA sec, et on a identifié une anomalie moléculaire. Ça, c'est tous les comptes rendus d'Anapat qui étaient difficiles. Il y avait une fusion qui impliquait également ROS et elle reçoit 2 ans de crizotinib avec une réponse complète. On arrête, malheureusement la maladie revient, puis finalement on retraite et on a pu arrêter au bout de plus de maintenant 2 ans de recul, donc des résultats tout à fait remarquables. Il me reste quelques minutes pour vous parler de NTRK, parce que si on parle de biologie et de traitement ciblé, pour nous c'est vraiment une révolution. C'est un récepteur à activité de tyrosine kinase qui a été découvert dans les années 90, l'identification des fusions NTRK, et finalement dans les années qui ont suivi, et ensuite de médicaments qui inhibent cette fusion NTRK. Ce qu'on sait, c'est que quand il est impliqué dans les tumeurs, en particulier dans certains sarcomes, et notamment les fibrosarcomes infantiles, du tout petit, dans les 2-3 premières années de vie, eh bien, c'est ce qu'on appelle un driver fort, c'est-à-dire qu'il est vraiment la cause de la transformation cancéreuse. Des résultats remarquables du larotrectinib, il coûte très cher, c'est vrai, tu as raison, et je pense qu'il faut le donner très peu de temps. En fait, l'idée, c'était vraiment de l'utiliser comme bridge pour permettre la chirurgie dans les formes avancées localement. Et l'illustration, c'est cette petite Luna, elle avait juste 2 mois de vie, donc on est en plus, sans parler du coût, il y a aussi la toxicité pour la patiente, elle a 2 mois, on ne sait pas du tout à long terme quelle est la toxicité éventuelle. Donc là, on a discuté avec son chirurgien, qui était le docteur Eric Mascar, qui a travaillé à Saint-Vincent-de-Paul et qui est maintenant un Necker, et on a proposé le traitement le plus court possible, et donc elle a reçu 8 mois de traitement par larotrectinib jusqu'au moment où Eric nous a dit « je peux l'opérer ». Je trouve que les photos ne sont pas magnifiques, mais vous voyez quand même cette masse du mollet, j'aurais pu vous mettre une IRM. Et vous voyez, du même côté, le mollet a vraiment très bien repris son volume. La cicatrice, juste un mois après l'opération, n'est pas parfaite. La petite a une fonction magnifique. Il y a 10 ans, c'est des enfants qu'on amputait. Vraiment une révolution pour nous. Et puis, je finirai juste par vous dire qu'il y a aussi beaucoup d'immunothérapie qui se développe. Et j'ai choisi quelques photographies, quelques sujets en 20 minutes. Mais pour vous dire qu'on a un certain nombre de programmes autour de l'immunothérapie, en particulier des CAR-T-cells ou des lymphocytes avec des récepteurs génétiquement modifiés. Il y a Olivier Delattre à l'Institut Curie qui a un programme très ambitieux de développement des lymphocytes génétiquement modifiés pour reconnaître les produits de la fusion chromosomique. Et puis, il y a les TCR qui reconnaissent aussi des néoantigènes liés à la tumeur. Et en l'occurrence, je vous parle en quelques minutes de ce qu'on appelle les TCR MAGA4. Alors, je trouve qu'ici, ça représente bien les CAR-T-cells. Je ne sais pas si vous avez un topo dessus, mais c'est un récepteur chimérique à la surface des lymphocytes qui va reconnaître une protéine de surface. Le meilleur exemple, c'est dans les leucémies ou les lymphomes, une révolution. Le TCR, en fait, c'est un récepteur du lymphocyte qui est génétiquement modifié pour reconnaître un peptide dans une molécule d'HLA, peptide qui est le fruit soit de la fusion chromosomique, soit d'un néoantigène de différenciation. En l'occurrence, dans les synovialosarcomes, il y a des TCR génétiquement modifiés qui ont été développés contre MAGA4, qui est exprimé dans à peu près la moitié des synovialosarcomes, avec des taux de réponse de l'ordre de 40% chez l'adulte. Et nous, on a eu un jeune homme de 16 ans qui avait un synovialosarcome réfractaire,
qui a reçu une infusion de ces lymphocytes T génétiquement modifiés et qui a observé une réponse au niveau de ses métastases pulmonaires tout à fait remarquable. Et puis, on a beaucoup de développement donc, des CAR qui, eux, reconnaissent une protéine à la surface de la cellule tumorale. Et on a juste soumis un appel à projet pour le développement de CAR bispécifiques dans les rhabdomyosarcomes métastatiques, une maladie de pronostic encore très réservé. Et on espère ouvrir en 2027 pour ces essais d'immunothérapie qui sont quand même des choses dont on a géré le devoir de développement dans des maladies qui sont particulièrement graves. Je ne parlerai pas des séquelles à long terme. J'aime beaucoup cet article publié en 1975 pour vous dire qu'il y a certes la guérison, mais qu'il y a tout l'enjeu des séquelles et que pour nous, c'est bien sûr quelque chose de très important, mais je n'ai absolument pas le temps de l'aborder aujourd'hui. Et je vous remercie. Bravo, bravo et compliments. Les délais sont excellents. Vous êtes dynamique, efficace, résolument tourné vers l'avenir. Merci mille fois. Pardon, j'ai prévu un petit goûter dans un café voisin où vous êtes tous invités, bien toutes et tous invités, où on pourra continuer les discussions. Je préfère continuer. J'appelle l'orateur suivant, le professeur Carole Maintenant. Comme vous voulez, comme vous voulez.